3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Esty Dweck est avec nous ce soir, directrice des investissements de Flowbank. Bonsoir Esty. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Sophie Chauvelier de nous accompagner également. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management et Zakaria Darwish avec nous également ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. On va commenter quelques nouvelles du jour qui ne sont pas d'ailleurs forcément des bonnes nouvelles sur les questions énergétiques, la question du pétrole, la question du gaz qui restent des questions importantes avec derrière l'inflation et les banques centrales. Mais un premier commentaire de marché là, en cette fin de trimestre, Sophie. Alors évidemment la séquence du mois écoulé est marquée par le déclenchement du conflit ukrainien. Je note à ce titre que le rouble russe contre dollar est quasiment revenu déjà sur les niveaux qui prévalaient avant-guerre. 10% près. Non mais... Par rapport à l'amplitude du mouvement, c'est assez peu. Le VIX, qui mesure la volatilité, le baromètre du stress, on va dire, sur les marchés actions, est revenu autour de 20, ce qui est un niveau, normalement, qui reflète un certain calme ou une forme de sérénité, on va dire, en partie chez les investisseurs actions. Et les indices actions, eux, pour la plupart, sont revenus, là aussi, sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre. Comment vous regardez cette situation ? C'est vrai que ça peut paraître assez déstabilisant, alors quelque part surtout le rouble, mais enfin effectivement la menace récente de Poutine de demander à être payé en rouble a aussi beaucoup soutenu la devise. Je pense que plus fondamentalement, le comportement des marchés il s'explique principalement par le fait que c'est un conflit localisé. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu énormément d'émotions. On avait peur qu'effectivement le conflit sorte des frontières et éventuellement prenne le chemin d'un conflit plus dur et potentiellement de la Russie avec l'OTAN. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont assez bien posées et sauf à ce que Vladimir Poutine nous surprenne une nouvelle fois et que... acculé, il a une réaction beaucoup plus violente, brutale, qui sortirait du coup le conflit de la zone ukrainienne. On est dans cette... Le scénario, c'est ça, quelque chose de localisé. C'est le conflit localisé. Donc on a une phase militaire. Cette phase militaire, elle a été, entre guillemets, digérée, absorbée par les marchés. Le coût économique, il est réel, surtout en Europe. On a vu la division par 2 des anticipations de croissance en Allemagne. On va avoir un coût économique concret assez réel. Mais, il y a un mais, le point de départ. C'est-à-dire qu'on était quand même dans une phase de boom inflationniste avec une reprise de l'activité généralisée au niveau mondial après la crise du Covid. Et donc, en fait, c'est quelque chose de relativement rassurant. Et puis, il y a aussi le fait que la première réponse des États, ça a été de dire, eh bien, le pouvoir d'achat des ménages est érodé par la hausse du prix du pétrole. Qu'à cela ne tienne, on aide. C'est-à-dire qu'on est encore un peu dans cette philosophie... très Covid, entre guillemets, donc il faut effectivement minimiser la souffrance des ménages et des entreprises face à ce choc exogène. Donc la configuration, entre guillemets, ressemble un petit peu, c'est-à-dire que finalement, c'est les États qui vont prendre sur eux une grande partie de ce coût. Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, qui est directement intériorisé par les investisseurs, puisque, en contrepartie, les résultats des entreprises sont certes ajustés, mais pas autant qu'ils l'auraient été si ce n'avait pas été le cas. En revanche, l'autre lecture, et c'est la lecture pour le monde des taux, et là, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler davantage, c'est vrai que le ralentissement qui provient effectivement de ce choc, du coup, n'est que modéré et ne calme pas la surchauffe inflationniste qu'on voyait. Donc, en fait, c'est surtout le marché des taux qui paye dans cette configuration-là. Enfin, qui paye beaucoup moins, d'ailleurs. Qui paye si pas beaucoup moins, mais qui souffre. Qui souffre. Quelque part. Mais oui, ça aussi, c'est à la fin de trimestre, donc on regarde les choses en prenant un peu de recul. Sur un trimestre, oui, la correction obligataire, d'une certaine manière, a été plus importante que la correction des marchés actions. Oui, largement. Oui, non mais... c'est vraiment une perte historique. Enfin, c'est l'un des pires trimestres depuis des décennies. Et on parle du Bund, enfin de l'obligataire sans risque, refuge ultime, la classe d'actifs sans risque absolu. Tout à fait. Donc, on a eu un mouvement sur les taux d'intérêt qui est vraiment historique, tant par le sens, parce que ce n'était pas forcément vu avec cet horizon-là, que sur l'amplitude. Au début d'année, on parlait d'une inflation à 3%. Enfin, ça accompagne un changement aussi de prévision économique. En zone euro, on parlait de 3% d'inflation. Maintenant, la BCE, elle avait dit 5%. On a déjà sur des prévisions entre 6 et 7, selon les économistes, sur l'année. Donc,
il y a un changement, il y a une revue qui est complètement vraiment avec de mesures historiques, et du coup ça accompagne des revues de marché sur ce que vont faire les banques centrales, leur fonction de réaction. On a quand même une différence entre la zone euro et les États-Unis. Aux États-Unis, on peut dire que d'un point de vue, justement, et c'est peut-être ça aussi qui soutient les actifs risqués, c'est que, voilà, de point de vue croissance, emploi, on a coché les cases, du coup reste le sujet de l'inflation, alors qu'en zone euro, on n'y est pas. Un sujet de croissance et un sujet d'inflation. Donc l'équation est plus complexe. Et quand on regarde le marché obligataire, ça traduit quelque part cela, parce qu'on voit par exemple aux États-Unis, on voit maintenant le marché s'attend à un resserrement monétaire qui est extrêmement agressif et extrêmement rapide dans le temps, mais aussi court dans le temps. C'est-à-dire qu'on entrevoit déjà la Banque centrale qui doit entrer dans un cycle de détente de taux, de baisse des taux d'intérêt pour accompagner un ralentissement économique. Alors qu'en zone euro, on n'y est pas encore, mais on est quand même sur des attentes qui sont extrêmement agressives de Banque centrale, qui ne va pas avec le discours qu'on a aujourd'hui. Vraiment, on a un décalage fort entre le pricing de marché, ce que nous disent les banques centrales, et ce que nous disent d'autres segments de marché, typiquement le marché action. Ouais. Comment vous regardez, alors dans les marchés globaux, évidemment, la situation actuelle à l'issue de ce premier trimestre qui n'a pas été de tout repos jusqu'à présent? Non, ça c'est sûr que ça n'a pas été de tout repos. Je dirais, si on essaie de penser un tout petit peu à plus long terme, et Zakaria en parlait un peu quand on voit que les marchés commencent à déjà presser des baisses de taux de la Fed dans la deuxième moitié de 2023. Ça paraît dingue, hein. Non mais enfin, c'est déjà quelque chose qui est dans les cartes et dans le radar du marché, des investisseurs. Tout à fait. Donc la Fed va être très très agressive, tellement agressive qu'il faudra qu'elle soit agressive en sens inverse, peut-être dans à peine un an, enfin un peu plus d'un an maintenant. Alors, il faut peut-être préciser que le marché des futurs a en général vu assez faux avec la Fed. D'accord. Il y a toujours des hausses de taux beaucoup plus agressives que ce que la Fed finit par faire. Là, c'est vrai qu'ils s'accordent tous en fait à re-ancrer les attentes d'inflation, parce qu'au final, les chiffres actuels, ils sont élevés. On a une guerre qui est arrivée, donc ça empire la situation. Je pense que quelque part, la Fed, elle pense toujours un petit peu que c'est transitoire, sauf que le transitoire va durer 1 an et demi ou 2 ans au lieu des 6 mois que peut-être ils pensaient au départ. Et donc, c'est vrai que le marché ne voit pas toujours juste. Je ne pense pas que la Fed va monter encore de 2 ou 2,5% au cours de l'année. Je pense qu'en deuxième moitié d'année, justement, parce que le marché va commencer à lui dire on est inquiet pour 2023, on a les midterms qui arrivent, ils ne vont pas vouloir trop faire tanguer les choses non plus. Donc ça va se calmer un petit peu. Mais si on prend un pas en arrière et qu'on regarde de manière générale sur les 6 à 12 prochains mois, on regarde au niveau global. La Chine, ça ralentit, mais a priori, ils vont maintenir un certain niveau de croissance, même si ce n'est pas autant que ce qu'ils veulent. L'Europe, on est inquiet. On est inquiet à cause de la guerre, on est inquiet à cause de la Chine qui ralentit aussi. On a clairement un sujet, j'imagine qu'on y reviendra. Mais on a quand même les États-Unis qui, a priori... Alors, si la Fed réussit à éviter un hard landing, ce qui est un grand si, mais s'il ne monte pas autant que ce que le marché prévoit aujourd'hui, c'est déjà plus probable. Mais si l'économie américaine tient, si le consommateur américain tient, ça tire finalement un peu toute l'économie globale, et je pense que les marchés ils gardent un petit peu cet optimisme de la croissance américaine. Partant de la situation américaine, vous dites qu'il y a un chemin qui est pas encore, qui existe encore d'un soft landing où on arriverait à préserver un peu de croissance décente, en tout cas pour les prochains mois, les prochains trimestres, et puis avec une question de l'inflation, alors une partie se dissiperait de manière conjoncturelle, et puis les hausses de taux ou les restrictions monétaires viendraient accomplir le reste du travail. Ce chemin est encore possible. Alors, ça dépend aussi de combien ils montent les taux. Alors, sur les 3 prochains mois, je pense que 50 points de base au mois de mai, ils risquent de les faire, parce que tout le monde en a assez parlé. Le marché, alors les marchés des taux, pas tellement, mais le reste du marché le digère plutôt bien. Ce qui refont 50 derrière pour vraiment marquer le coup. Moi, je vois plus de pauses plus tard. D'accord. Et je vois, de nouveau, il va falloir surveiller le consommateur américain. On a 1 ou 2 indicateurs qui sont moins rassurants que d'habitude. On a le marché immobilier qui commence à être un petit peu chaud et voire à ralentir, qui serait un gros sujet aussi. Donc pour moi, c'est pas vraiment que la Fed va
réussir l'exploit du soft landing, c'est peut-être qu'ils ne vont pas monter autant, qu'ils vont tolérer plus l'inflation. Et au final, en se disant aujourd'hui, ils ont vraiment cette inquiétude d'inflation parce que le marché de l'emploi va bien. À un moment, je ne crois pas qu'ils pourront juste ignorer l'aspect croissance. Je crois que là, peut-être première moitié de l'année, oui. Et de nouveau, eux, ils parlent vraiment de cet ancrage des attentes d'inflation à moyen long terme. Et ça, justement, ils l'ont perdu et ils veulent le récupérer. Mais à un moment, je ne pense pas qu'ils pourront continuer à ignorer la croissance. C'est pour ça que, peut-être, en tout cas, pour 2022, je ne vois pas de récession. Et avec cette idée-là, on comprend pourquoi le marché américain redevient tout de suite un marché refuge, pourquoi les performances du marché américain sont un peu meilleures sur la période récente, là, par exemple. Je pense qu'il y a un côté un peu plus défensif. Donc, tout le monde s'inquiète un peu de croissance, donc on va chercher les défensives. On a vu qu'une partie, en tout cas, de la tech rebondissait un peu. Ça emmène les indices américains aussi. Et je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de confiance sur la croissance américaine que sur la croissance européenne sur l'année déjà, 2022. Et ça soutient les indices américains. Bon, dans une allocation globale, Sophie, je vous passe la parole, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé de manière importante là? Peut-être aussi sur ce point des marchés, il faut voir quelle était la situation qui prédate l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y avait quand même du point de vue du positionnement un optimisme assez appuyé sur l'Europe. Et une sous-pondération aux actifs américains et une favorisation en fait, des actifs européens. Et ça, c'est quelque chose qui s'est renversé. Donc on voit bien dans l'écart entre les indices. L'autre aspect qui peut être intéressant aussi et qui est peut-être un peu presque un peu cynique, mais le choc ukrainien et la modération de la croissance qui en découle peut aussi rendre service aux États-Unis, qui étaient dans cette phase de boom inflationniste avec effectivement donc un petit peu de ralentissement, c'est aussi quelque chose qui peut aider la Fed. Et là, je rejoins Esti, il est bien sûr... la Fed a plutôt décidé de front-loader son action, c'est taper fort dès le début, mais elle va probablement, en fonction du déroulement et du côté un peu, elle a dit d'ailleurs, elle est data dependent, c'est-à-dire qu'elle va être dépendante de ce qui est publié, après ajuster son... C'est difficile d'imaginer qu'elle soit plus hawkish encore que ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Le risque, c'est plutôt de la voir à un moment adoucir sa position. Et quelque part, du point de vue de l'investisseur action, il faut voir vraiment quel est l'ADN de l'investisseur action. Quelque part, si la Fed s'en occupe, je ne m'inquiète plus. Pendant longtemps, on a reproché à la Fed de ne pas être sur la balle. Faut voir de quoi on parlait à la fin de l'année dernière. La Fed, nanana, elle est derrière, behind the curve, elle est en retard. Et là, elle est sur la balle. Elle a dit qu'elle était data dependent, on sait qu'elle est pragmatique, on sait qu'elle ne veut pas casser la croissance. Elle y arrivera peut-être pas, mais elle a déjà dans le passé réussi à orchestrer des soft landing. Donc en fait, je pense que les investisseurs, et surtout les investisseurs américains, sont prêts à lui laisser, entre guillemets, le doute. Oui, bien sûr, à lui faire crédit, quoi. À lui faire crédit, exactement. Bon, quand on regarde la courbe américaine, alors on a débattu un peu de cette histoire d'inversion de courbe sur du 2, 10, 30 ans, enfin tout est à peu près au même niveau, de 2 à 30 ans aujourd'hui sur la courbe américaine. Jay Powell nous a sorti le 3 ans dans 18 mois. C'est le 3 mois, 2 ans qu'il faut regarder. Voilà. C'est ce que dit la Fed. Exactement. Là, c'est très pentu, évidemment, parce que le 3 mois n'a pas tellement bougé encore. Exactement. Donc si la Fed monte, bien sûr que plus tard, cet indicateur-là va s'inverser le jour où... les taux directeurs. Le jour où on y est déjà. En fait. Oui, c'est ça. Oui. Mais effectivement, en fait, c'est l'indicateur qu'il a choisi de suivre, en tout cas de médiatiser. Donc en essayant en fait d'enlever ce sujet-là de la pente du 2,10 ou du 2,30 qui est devenu au centre des interrogations. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de débats sur comment ils allègent leur bilan. Ouais. Du coup, ce qui ramène encore un petit peu de pontification. Donc c'était peut-être pas complètement innocent. Donc ça, c'est un sujet. On peut se dire aujourd'hui que vraiment, en fait, par rapport à la croissance, grosso modo, on a l'impression que Powell, le Powell put, il en a marre, en fait. C'est une épine dans le pied pour la Fed. Et ils ont des pressions inflationnistes qui pensaient transitoires. Maintenant, ça commence à se matérialiser sur différents fronts qui peuvent être beaucoup plus structurels. Du coup, on veut bien passer du Powell put au Biden put. Donc plutôt une relance plutôt fiscale qui prend la main et qui fait que la Fed peut faire son cycle. Peut-être, je suis complètement d'accord
pas forcément de façon aussi agressive que pricée par le marché, mais rentrer dans ce cycle de resserrement et se concentrer sur l'inflation. Et ça veut dire quoi, renvoyer la balle dans le camp de la politique fiscale aux États-Unis après tout ce qui a déjà été injecté, c'était refaire des chèques aux ménages Et là, quand on voit l'annonce sur le pétrole, là, l'annonce sur le pétrole, elle n'est pas complètement innocente. C'est une manière de faire du fiscal, quoi, du budgétaire. C'est une manière de mettre un cap sur le prix du pétrole à court terme, sur quelques mois. Ouais. Bon, il y a aussi on en parlait tout à l'heure, il y a aussi une volonté électorale derrière. Il y a une motivation électorale, clairement. Mais oui, j'ai vu que le gallon était en Californie à $6. Oui, et plus de 4 en moyenne aux États-Unis, $6 en Californie. C'est un sujet pour l'électeur américain, pour le consommateur américain. C'est aussi un sujet pour la croissance. Et du coup, en fait, en capant les prix de telle façon, ça va pas limiter 1 million par jour. 1 million par jour, si vraiment la Russie on perd la production russe, c'est 3 millions par jour, ça ne va pas compenser. Donc on aura une hausse des prix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, s'il continue vraiment sur 1 million par jour sur plusieurs mois, sur 6 mois, jusqu'à 180 millions. 180 millions, ça fait grosso modo un tiers de leurs réserves stratégiques. Donc s'ils dépensent un tiers des réserves stratégiques, ça veut dire qu'il faut bien les re-remplir plus tard. Donc ça va faire baisser la partie courte. Mais on en rachètera d'autant plus demain pour restocker. Quoi. Exactement. Donc au final, l'impact, il va pas être énorme matériel, mais ça met un cap sur le prix. On commençait à entendre du prix de baril à $200. Ça casserait la croissance. Ça aura un impact matériel sur la croissance. Et quelque part, c'est en ça que c'est un peu un putsch fiscal. Et on voit la même chose en Europe. Et pareil aussi avec un calendrier électoral chargé. Mais on voit le soutien aux ménages à travers tout ce qui coûte... les composantes de l'inflation, donc l'électricité, l'énergie au sens global, qui fait que ça allège un peu la pression sur la partie... Et on voit bien d'ailleurs, entre les États qui peuvent en faire beaucoup, ceux qui ont déjà peut-être moins de marge de manœuvre, on voit l'inflation en France est à 5% seulement sur un an. C'est un des plus faibles chiffres, en tout cas pour le poids que la France représente. L'Espagne est à 10%. Oui. Tout à fait. Crée quand même des écarts importants. Hein. Enfin, on voit bien effectivement les différences de boucliers budgétaires que les États sont capables de mettre en place pour leur population. Tout à fait. Les réserves stratégiques de pétrole, c'est quand même... Là, pour le coup, c'est un... Biden joue un bon coup, parce que moi j'ai souvent entendu dire, oui mais puiser dans... Et il l'a fait déjà 2 fois dans les 6 derniers mois, je crois, Joe Biden, à coût de quelques dizaines de millions à chaque fois. Ça a été, mais à chaque fois, un coup d'épée dans l'eau. Je ne sais même pas si ça a eu un impact de marché au moment de l'annonce ou au moment de la mise en place de la mesure. Là, visiblement, cette fois, ça a l'air d'être une carte un peu plus grosse, peut-être, Esti ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? On remarque, et c'est pour ça qu'on parlait de ce côté électoral, on a les midterms qui arrivent dans un peu plus que 6 mois. Je ne pense pas que Biden croit vraiment qu'il peut garder une majorité démocrate, mais on essaye quand même. On voit vraiment, et ça c'est partout, que le consommateur, il souffre des prix de l'énergie, un peu différemment en Europe. Là, on arrive dans le driving season américain, donc les Américains sont très attachés à leur voiture, donc c'est un coût qu'ils remarquent. Et on a le coût de tout ce qui est nourriture. Alors, dans les deux cas, on ne va pas reparler trop des banques centrales, mais les hausses de taux ne vont pas aider avec ces prix-là dans la situation actuelle. On voit qu'il y a vraiment envie de montrer qu'il fait quelque chose. Il y a le geste. Je suis d'accord qu'à un moment, vu la taille des réserves stratégiques, c'est compliqué. Là, ils essayent de faire très, très fort pour avoir un impact. Dans la situation actuelle, si on n'a pas un accord avec l'Iran, si on n'a pas une certaine stabilisation avec la Russie, est-ce que les prix du pétrole vont tellement baisser ? Même avec cette annonce, est-ce qu'on redescend alors peut-être à 90 au lieu de 120, 125 aujourd'hui 100, autour de 100, oui, un peu plus de 100, 105. On a déjà un peu cet effet. Et souvent, comme vous dites, c'est un peu de courte durée. Donc, 6 mois de sortie, c'est déjà... Voilà, c'est un long terme, c'est pas quelque chose sur quelques semaines. Dans la pratique, est-ce que ça baisse tellement ? Je rejoins mes collègues. Autour de 100, c'est vaguement gérable. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est vaguement gérable. 150, 180 ou on change d'histoire. Ça commence à devenir plus compliqué. Et ce qui est intéressant, on ne va pas parler que de pétrole, mais le shale américain qui avait fait baisser les prix sur les 10 dernières années ne réapparaît pas tellement, à part peut-être Warren Buffett qui est en train de regarder justement... Ah oui, j'ai pas vu ça. Oui, il a augmenté, je crois que c'est Occidental, où il a fait
Occidental Petroleum. Voilà, il a augmenté sa position énormément. Et D'accord. donc là, il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'il voudrait carrément... Moi, des brokers revenus des États-Unis après avoir rencontré pas mal de boîtes de schiste et des grosses, effectivement, m'ont dit ils sont tellement focus cash flow qu'aujourd'hui, Exactement. ils n'ont plus besoin de remettre en production ou de repartir sur de l'exploration. Ce qu'ils ont leur suffit et ils privilégient le cash flow au capex aujourd'hui. Donc, ne comptez pas sur les grands pétroliers de schiste américains. Parce qu'ils ont été en fait un peu critiqués par leurs shareholders que Bien justement sûr. ils s'occupaient pas Bien assez sûr. d'eux et donc là ils s'occupent d'eux et pas de rouvrir les puits et ça quelque part ce serait plus intelligent d'avoir des incentives à mon avis pour eux pour relancer ça que les réserves stratégiques qui pour le coup il va falloir remplir plus tard. Bon, après, si vous redonnez un feu vert au gaz de schiste américain, le sujet. comment vous l'arrêtez le jour où la crise retombe un peu et où il faut se refocaliser sur l'électrique et la transition, etc. Je pense qu'ils ont été beaucoup marqués justement par le changement de régulation et justement c'est cette incertitude-là qui fait que ça ne relance pas parce que de mémoire leur break-even, enfin le prix au-dessus duquel il serait rentable, c'est $60 du baril. Ah, ils y sont largement. Donc là ils peuvent même traiter des contrats à long terme qui sont bien au-delà de ce niveau-là et vraiment loquer des profits, mais ça ne se fait pas. L'élasticité de la production américaine au prix du pétrole est extrêmement faible aujourd'hui et effectivement ça c'est un des soucis clés de la situation actuelle. Bon, il y a la question du gaz pour les Européens. Alors, je ne sais pas, le sujet est compliqué. Hein, c'est pas un sujet évident. Au-delà des headlines et des news qui tombent, Poutine oblige les acheteurs de gaz russes à payer en roubles. À partir de demain, c'est obligatoire. Il faudra ouvrir des comptes en roubles en Russie. Bon, je comprends qu'il y a quand même une boucle, un chemin qui permet peut-être des échappatoires, ou en tout cas qui... mais il faut quand même... Enfin, les États sont en train de s'y préparer. L'Allemagne, l'Italie, la France également se préparent à un scénario de rupture en matière d'approvisionnement en gaz. Pour les investisseurs, dans le cadre des marchés, est-ce que... C'est extrêmement compliqué. Moi, je retiens des grands indicateurs. L'Allemagne importe 55% de son gaz de la Russie et l'Italie 40%. Ce sont les deux pays les plus sensibles. Il est évident que donc pour ces pays et pour les industries, qui sont très utilisatrices donc d'approvisionnement gazier, c'est une vraie complexité. Je ne sais pas vraiment techniquement comment ça va être géré. Bon, il y a du LNG, bien entendu. Mais même du point de vue de la faisabilité, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les ports allemands ne sont pas si bien équipés que ça pour accueillir du LNG. Donc, il y a une véritable complexité. La substitution prendra du temps. Exactement. Et que là, il y a quand même visiblement un caractère d'urgence sur quelques mois qui peut amener à une rupture. Et malheureusement, enfin, j'aurais tendance à dire que malheureusement, et on le voit déjà, c'est une marche en arrière sur les progrès qui avaient été envisagés par l'Allemagne de l'arrêt du charbon. Là, malheureusement, on est obligé, ils vont être obligés d'être extrêmement pragmatiques. Mais bon, le charbon vient aussi de Russie. Bon, heureusement, il y en a en Pologne, mais je dirais quelque part, le charbon vient aussi en partie de Russie. Donc, c'est un véritable problème. Bon, les États se préparent. Il y a de la solidarité intra-européenne aussi. Nous, la France vend beaucoup d'énergie à l'Allemagne, nucléaire, c'est moche, mais c'est comme ça. C'est moche. Non, mais qui dit ça? Non, pas moi. Mais personne alors. C'est ironique. C'était ironique. Non, mais non. C'était ironique. Je ne laisserai pas dire ça ici, même sous le coup de l'ironie. Non, c'était absolument ironique. Parce que c'est le débat qu'il faut avoir, justement. Voilà, mais c'était ironique. Non, mais moi, je note qu'effectivement, c'est effectivement un coût pour les industriels. Bon, les ménages, entre guillemets, les ménages vont être aidés. Et techniquement, ça va être un problème à l'hiver. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des réserves, on peut tenir un certain temps. S'il n'y a pas de solution trouvée d'ici là, oui, il y a des choix qui vont être faits. C'est vrai qu'en termes d'approvisionnement, on va s'habituer à l'eau froide. Mais ça, vous dites, pour revenir au marché, le marché le prend en compte, j'imagine. Enfin, le marché le prend déjà en compte. Et parce que le gaz monte un peu aujourd'hui, mais il a tellement monté auparavant. Et puis, il y a déjà une discrimination extrêmement forte qui est faite entre les entreprises qui sont très sensibles au prix du gaz et celles qui sont très peu sensibles. Enfin, cette discrimination-là, du point de vue du stock picking, elle est faite. C'est pas une découverte. Là, on a appris à vivre avec ça ces dernières semaines, donc la discrimination est faite. Mais la réalité économique, je pense que ce qu'on a du mal à évaluer aujourd'hui, c'est la réalité économique de ce choc-là. C'est-à-dire que dans quelle mesure ça va vraiment ralentir l'activité, et ça, c'est un gros point d'interrogation. Si on en est à demander à des entreprises d'arrêter de produire, de tourner... Mais on a déjà vu ça l'été dernier. C'est déjà arrivé, bien sûr, oui.
Zakaria, non, il y avait un... Non, je pensais qu'il y avait un commentaire ou un... pour compléter, un point à ajouter, oui, bien sûr. pour compléter, donc notre niveau de réserve c'est 30%. 30% des réserves européennes sont, enfin, notre niveau de réserve en gaz est à 30%. De la consommation à prévoir, quoi. De nos maximum de capacité de stockage. Ok. Et du coup, en moyenne, en général, on est beaucoup plus bas à cette partie de l'année, justement. À la sortie de l'hiver. Voilà, et on a eu la chance d'avoir un hiver qui était un peu moins froid que d'habitude. Après, donc le sujet, si le niveau de gaz reste assez, enfin, l'Europe peut continuer en fait, en achetant du gaz plus cher, il fait dévier les bateaux de livraison vers l'Europe. Le sujet qui va se poser, c'est l'été avec une demande d'énergie qui peut encore revenir d'Asie. Donc effectivement, il y a ce caractère qui est vraiment urgent. Et le deuxième point, c'est le point de l'inflation. On y revient toujours. Oui, parce que c'est ça. Bien sûr. Si l'inflation si vraiment se matérialise, on va avoir l'effet direct de la hausse des prix et aussi de perte de pouvoir d'achat. Et le deuxième effet, c'est celui justement de caractère récessionniste de la politique monétaire. Ouais. On parle de la Chine, Sophie. Qu'est-ce qu'il faut dire sur la Chine donc Non mais comment ils peuvent tenir 5,5% de croissance cette année avec une crise géopolitique mondiale qui les embête? J'en sais rien. Je pars de l'idée que Pékin, le pouvoir chinois aime bien faire du commerce. C'est quand même le business avant tout. Donc ils sont peut-être un peu gênés par la situation actuelle. Et puis un aspect sanitaire. Il faut sans doute remettre ce sujet un peu sur la table aujourd'hui, qui est loin d'être réglé et qui devient alors embêtant, qui a toujours été embêtant, mais dans le contexte actuel, qui rajoute une couche d'embêtement, on va dire. Effectivement, la politique zéro Covid de la Chine est un échec. Enfin, on le voit aujourd'hui avec le variant Omicron, qui est extrêmement contagieux, c'est devenu un échec. Il y a plusieurs grandes villes qui, à l'heure actuelle, sont en lockdown, et donc l'activité économique va être très, très impactée sur la fin du premier trimestre. Alors, ils ont un petit peu modifié la façon dont ils mettent en place les lockdowns, avec des mesures plus ciblées, plus courtes, pour essayer le contrôle est plus... et au niveau sociétal, maintenant. On teste tout le monde très, très vite, et puis on ferme moins longtemps. Mais enfin bon, ça a quand même des implications assez importantes. Et une des implications, c'est que on était assez confiant sur la reprise chinoise grâce à l'impulsion budgétaire. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'impulsion budgétaire ne peut pas se matérialiser dans le real estate, donc dans l'immobilier, parce que l'immobilier est en crise, dans une crise assez importante, avec une crise de confiance de la part des ménages, un niveau d'endettement des ménages qui est déjà à 100%. Donc les ménages sont en fait très endettés maintenant en Chine, et l'endettement a monté beaucoup ces dernières années. La relance des investissements en infrastructure se fait, mais de façon très progressive et très modérée. C'est l'autre grand levier de relance, parce que les mesures de régulation et d'anticorruption qui ont été mises en place à partir de 2018 impactent encore aujourd'hui très fortement les gouvernements locaux. Donc on a cette courroie de transmission qui, elle aussi, peine à contribuer. Et donc il reste les ménages, la consommation des ménages qui fait 40% du PIB, sauf que là, pour l'instant, les ménages, ils sont enfermés chez eux. Donc en fait, c'est assez difficile. C'est vrai que c'est une situation qui est complexe. Les chiffres de crédit sont décevants, effectivement. Et donc là, le fait d'atteindre ce chiffre de 5,5% est inquiétant. Alors après, on parle d'une question qui est très sino-centrée. Aujourd'hui, effectivement, la question qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est les chaînes d'approvisionnement. Et ce qu'on voit sur les chaînes d'approvisionnement, c'est que, effectivement, sur ces toutes dernières semaines, là, sur cette toute dernière phase, on commence à nouveau à avoir des problèmes sur les ordinateurs, sur un certain nombre de composants, etc., qui ne partent pas. Voilà. Et les temps de trajet... On repart pour un tour de délai, d'attente... Et les temps de trajet sont rallongés. Donc, et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça contribue aussi aux tensions inflationnistes dans les pays développés, puisqu'il y a des délais qu'on retrouve. Donc on a cette complexité chinoise. Et du point de vue de l'investissement, donc effectivement, ça donne pas très, très envie d'investir dans la reprise chinoise, puisqu'on a du mal à la voir se matérialiser concrètement. Le gouvernement a mis en place une série de mesures pour soutenir le
marché A, donc le marché local, et le marché offshore, entre guillemets, c'est-à-dire Hong Kong, et puis la partie américaine, reste très, très, très chahutée par les questions d'investibilité, que ce soit sur les actions américaines, parce qu'il y a un certain nombre d'entre elles qui vont être délistées, parce qu'elles ne pourront pas se mettre en conformité avec les demandes américaines, et puis à Hong Kong, tous les grands leaders de la tech qui, là, sont en train d'être, depuis l'été dernier, massacrés parce que changement réglementaire, etc. Donc nous, on se pose vraiment cette question de l'investibilité, et aujourd'hui, ça reste très, très compliqué d'aborder sereinement ce marché, même s'il a incroyablement d'irrité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir bien entendu des rebonds techniques, mais c'est une complexité incroyable. Alors, un chemin que moi je vois pour peut-être changer de point de vue, et c'est en 2 mots, c'est effectivement la position de la Chine dans ce conflit avec l'Ukraine. Est-ce que la Chine peut endosser un rôle de médiateur ? Est-ce qu'elle peut réussir à se positionner comme médiateur ? Et ce faisant, si elle y arrivait, est-ce que ça pourrait améliorer ses relations avec les États-Unis ? Alors ça, c'est moyen, mais enfin, en tout cas, ça la rendrait plus investissable et de façon plus évidente avec l'Europe. Donc elle se positionnerait sur la scène internationale, non pas comme le méchant dictateur. Donc le côté multipolaire, quoi, en fait. Exactement. Elle rouvrirait, quelque part, elle redorerait un petit peu son blason sur la scène internationale en jouant ce rôle-là. C'est pas certain du tout. Non. Mais c'est une possibilité, c'est un chemin qui pourrait effectivement, en tout cas, rendre la Chine investissable à nouveau. Ouais. J'aime bien parce qu'il y a quelques années, enfin à peine quelques années en arrière, beaucoup imaginaient que les BATX, c'est vous qui m'aviez appris cet acronyme à l'époque, Sophie, allaient devenir les équivalents des GAFAM, y compris dans les portefeuilles des investisseurs. Ça a des valeurs patrimoniales, de fonds de portefeuille, des géants. Bon, là, le chemin, c'est quand même bien écarté. Les BATX ne sont pas encore les GAFAM sur le plan boursier pour les investisseurs. Sur la Chine, je ne sais pas comment vous regardez la situation. Là aussi, sur le plan de l'investissement, est-ce que c'est... J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de sorties quand même dernièrement sur la Chine, de capitaux. Donc, forcément, ça sort assez vite, quoi. Pour moi, presque le point le plus important au niveau chinois, c'est la régulation. C'est vraiment ce crackdown régulatoire qui a eu lieu depuis 1 an ou 2 qui a pesé sur le sentiment. Chaque fois qu'on pensait qu'on arrivait au bout, on n'arrivait pas au bout. Donc ça, oui, le facteur géopolitique n'a pas aidé, le facteur immobilier n'a pas aidé, mais c'est plutôt ce stress de se dire quel va être le prochain secteur. On interprète, on surinterprète chaque commentaire des officiels pour voir si ça sera, est-ce que ça sera le luxe. Maintenant, on s'inquiète des Nike et autres en Chine parce que les Chinois se refocusent sur les marques locales. Et quand récemment, on a eu un peu ce commentaire qui disait que ça allait calmer un petit peu, qu'ils allaient essayer de protéger un peu le marché, là, on est arrivé, c'est pour ça qu'on parle du marché local A, qu'on a les épargnants chinois qui ont été impactés aussi. Et là, ça devient plus problématique au niveau parti communiste pour le long terme, et c'est ce qu'on doit protéger. Alors, il y a beaucoup de chemin à faire, mais si on commence à voir vraiment que ce côté régulatoire se calme un petit peu, je pense que ça va déjà changer assez fortement l'investibilité dans la Chine locale. Pour la partie des États-Unis, alors il y a toutes les questions de delisting ou pas qui restent un peu plus problématiques, mais au niveau local, je pense que ça devrait s'améliorer à un moment ou à un autre. Bon, petit tour de table là, pour finir sur comment aborder vos segments d'investissement respectifs là, sur les taux, sur le crédit. Zacharia, on parlait de la courbe américaine, de voir les rendements actuels par exemple, est-ce qu'il y a déjà sur des points de courbe des entrées intéressantes pour les investisseurs obligataires? Quand on regarde le niveau des taux d'intérêt long, on se dit que dans une allocation d'actifs diversifiés, là, ils ont repris leur rôle de valeur refuge. C'est-à-dire que si demain, on a un énorme choc sur la croissance, les taux longs vont baisser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait perdu. Parce que dans la construction d'allocation des portefeuilles, c'est important. Exactement. Donc en fait, pendant un certain temps, on a vécu avec une corrélation qui n'était pas forcément naturelle. Là, on est revenu à ce fondamental, le premier fondamental. Deuxième chose, si on regarde la partie la plus courte de la courbe, on a l'impression que le marché est vraiment presque le scénario du pire, mais d'une politique monétaire de resserrement qui est extrêmement agressive. Alors aux États-Unis, on peut comprendre parce que, comme je disais tout à l'heure, sur la partie de la croissance, c'est mission accomplie, donc il n'y a que le sujet inflation. Sur la partie Europe, il y a des paramètres qui sont complexes, et le côté guerre, plus le fait que l'énergie soit
qu'elle soit très représentée dans l'inflation, fait que potentiellement, on pourrait toujours se lier toujours à ce côté transitoire. Donc cette partie courte de la courbe est intéressante. Après, sur le marché du crédit, quand on regarde les spreads de crédit, ils sont fortement écartés. Parfois pour des facteurs purement techniques. Si je suis investisseur obligataire classique, j'achète une obligation, donc je suis exposé au taux plus au spread de crédit. Quand je pense que les taux vont monter, donc je vends tout. Et du coup, la prime de risque de crédit s'écarte. Et là, quand on regarde, ça n'a aucun lien avec les fondamentaux. Sur le segment le mieux noté, l'investment grade, au niveau européen, là, on price sur 5 ans cumulés, un taux de défaut environ de 6%. Ça, 6% des entreprises feraient défaut sur l'horizon de 5 ans. Alors qu'en réalité, même historiquement, on est en dessous on est à 0,5%, on est 10 fois plus bas. Donc il y a vraiment des distorsions qui sont liées justement à ces flux de sortie-là, mais qui ont sens d'un point de vue fondamental. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Et puis après, sur les devises, on peut revoir par exemple certaines devises. Sur beaucoup de pays, en fait, on a des désynchronisations de politique de banque centrale. On voit par exemple dans les pays d'Europe de l'Est, je pense à la Pologne, à la République tchèque, ou même en fait en Nouvelle-Zélande, il y a certaines banques centrales qui ont beaucoup avancé dans leur cycle de resserrement monétaire et sur lesquelles en fait il y a du carry, il y a du portage à aller chercher sur ces économies-là. Ouais. Bon. En matière d'allocation, là, qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment, Sophie? Déjà, l'exposition au risque. Encore une fois, on a commencé l'émission avec l'idée que les indices actions, c'est une mesure imparfaite, mais étaient revenus sur les niveaux d'avant-guerre. Est-ce que ça donne envie de prendre un peu de recul par rapport au risque de marché aujourd'hui, là? Oui, nous, pas forcément. Est-ce que c'est le début d'un nouveau trend? Non, c'est vrai que l'indicateur, en tout cas le signal macro, n'est pas extrêmement enthousiasmant. Non, nous, on a une approche plutôt modérée. En revanche, on n'est pas du tout rassuré sur la partie obligataire. On pense qu'on peut avoir encore pas mal de tensions obligataires et donc on recommande plutôt action cash, vraiment, et avec des allocations entre guillemets très diversifiées dans le monde des actions, plutôt large cap, plutôt un positionnement vraiment très 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 diversifié, mais rester complètement à l'écart des taux parce qu'on ne pense pas en fait qu'à ce stade le côté diversifiant des taux soit vraiment réinstallé, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment construire de façon efficace une allocation où les taux seraient très diversifiants. Et le risque de duration sur le crédit, et notamment certes les spreads se sont écartés, mais on a aujourd'hui du point de vue du rendement risque une volatilité qui reste très très forte et on n'a pas l'impression qu'on est bien payé en fait pour le rapport rendement risque qu'on embarque encore aujourd'hui sur le crédit. Donc nous on a préféré vraiment action cash. Ah ouais. Et puis après, donc très diversifié, très international, rester encore à l'écart des émergents, il y a beaucoup trop de questions. Et il y a vraiment, de notre point de vue, un thème qui sort très très renforcé de la crise ukrainienne, c'est le thème de la transition énergétique. Alors, c'est pas le thème, quand je dis transition énergétique, je ne dis pas renouvelable. C'est pas un micro-thème, c'est un thème qui est beaucoup plus large, avec des industriels qui travaillent sur l'électrification, avec effectivement des renouvelables, mais pas que, avec des matériaux, il y a moyen de construire quelque chose vraiment de très diversifié. Thème renforcé parce que ça devient une question de souveraineté. Absolument, et absolument. Et donc, de sécurité d'approvisionnement. Alors le thème de la défense me paraît intéressant aussi, mais nous, comme on fait de l'investissement responsable, la défense est interdite. Mais ça va changer, Sophie. Je n'en sais rien. En tout cas, pour l'instant... Je crois que la brèche est ouverte. Attendez, si on met 100 milliards par an sur la défense comme va le faire l'Allemagne, il va bien falloir qu'on accepte que ces investissements deviennent des investissements responsables pour des investisseurs privés, par exemple. C'est un investissement responsable pour la survie de la démocratie, c'est possible, mais du point de vue de l'ESG, ça reste difficile à défendre. Donc c'est un thème qui, bien entendu, est intéressant, mais que vous ne pouvez pas supporter, vous, en tant que... Mais en revanche, vraiment, voilà, pour nous, le thème renforcé, c'est la transition énergétique, est beaucoup plus prégnant qu'avant. Bon, sur les quelques recommandations stratégiques, là, comment vous avez envie d'être investi pour le compte de vos clients aujourd'hui, Esti? Je dirais que tant qu'on reste confiant, on va dire, dans la croissance américaine, on reste plutôt dans les actions. Donc aujourd'hui... Américaine. Oui, pour être... oui, je comprends. Surpondéré US quand même, mais actions en général. D'accord. Donc dans un portefeuille diversifié, on reste surpondéré US pour les raisons qu'on a dit, mais je dirais de manière générale, tant que l'économie américaine résiste bien, je crois que l'appétit pour le risque global va bien tenir. Donc ça veut dire moins d'obligataires, ça veut dire moins de souverains, même si je pense qu'au niveau actuel, le risque à la hausse, il est quand même beaucoup plus bas.
sur les taux, donc ça peut être pas vraiment d'y revenir beaucoup, mais ça devient un peu plus intéressant. Je dirais en termes de risk-reward. Et puis, on a gardé, nous, une sorte d'approche barbell. Donc, on a un peu tout ce qui est énergie qu'on avait depuis déjà l'année dernière. On avait gardé la tech qui a servi ces dernières semaines. On n'a pas beaucoup changé, en fait, depuis le début de l'année. D'accord. Vu le timing en fait de la guerre, on a préféré attendre et voir. Et vraiment, là, si on commence à être beaucoup plus inquiet au niveau récession, forcément, il faudra adapter beaucoup plus. Mais pour le moment, plutôt sur 2022 au total, plutôt constructif. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Esty Dweck, directrice des investissements de Flowbank, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management, et Zakaria Darwish, responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management.